C'est possible que le Congo soit développé, que le Congo soit prospère, que le Congo soit uni et que la guerre prenne fin. Je suis le pasteur Clark Rambouillet. Je suis un pasteur protestant, leader charismatique, passionné du salut des âmes et le bien-être de la population. C'est comme ça que depuis 12 ans, je travaille à Goma auprès de pauvres et vulnérables dans différentes actions socio-humanitaires. Et a compris mon appel, mon mandat, ma mission, qui est celui d'aider les pauvres et les vulnérables. C'est tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai créé la Fondation des Clark avec comme mission de contribuer au bien-être de communautés à travers la réinsertion socio-économique et apporter l'assistance aux personnes pauvres et vulnérables en RDC. Actuellement, nous apportons de l'aide sur le plan éducatif, nutritionnel et nous intervenons aussi dans le domaine de la prise en charge psychothérapeutique de victimes de la guerre. Nous sommes dans le domaine de la santé. Survivants de la guerre de l'Est, je vais de lancer un mouvement pacifique qu'on appelle les changements, qui prône le changement du Congo et des Congolais. Et je crois fermement que c'est possible que le Congo soit développé, que le Congo soit prospère, que le Congo soit uni et que la guerre prenne fin. Pouvez-vous nous dire quel est votre modèle pastoral? Évidemment, il y a beaucoup des hommes qui m'inspirent. Il y a beaucoup des hommes chrétiens, pasteurs, politiques qui m'inspirent. Mais le vrai modèle du pasteur Clark, si tu veux vraiment définir qui est le pasteur Clark, c'est le modèle du Martin Luther King. L'homme qui a travaillé, il a travaillé comme fervent militant pour la cohabitation pacifique, la justice, la paix et la lutte contre la pauvreté. Quand vous lisez l'histoire, vous voyez que c'est un homme qui était pasteur, mais qui avait une vision pour son peuple et pour sa communauté. C'est un peu différent, connaissant les pasteurs Clark, qui prêchent la bonne nouvelle passionnée des âmes avec de multiples actions pour les âmes, entre autres Soul Winners, un peu beaucoup d'autres. Vous voir dans cette casquette, c'est stiquant. Voulez-vous laisser les pastorales pour la politique? Parce qu'aujourd'hui, nous vous connaissons sous une autre casquette en tant que disciple de Martin Luther King, parce qu'il était politicien. Ouais. Politique ou pas, un bon pasteur, un bon berger, c'est celui qui travaille pour le bien-être de ses brebis. Le fardeau que j'ai aujourd'hui, c'est voir les personnes qui sont autour de moi, dans ma communauté, les bénéficiaires de notre centre, les Congolais, qui soient de Bukavu, qui soient de Ndjimbelenge, de Aru ou de Buta, dans les 26 provinces du Congo, que même ceux qui prient bénéficient de l'amélioration des conditions de vie. Tel est mon fardeau, tel est mon combat. C'est pourquoi je prends le changement. Vous êtes leader chrétien passionné de salut des âmes et de bien-être des vulnérables et pauvres. Quelle est votre vision globale pour la RDC? Parce qu'à peine vous venez de parler des 26 provinces. Et votre vision globale en tant qu'église au milieu du village et pasteur, businessman, parce que vous connaissez un peu tous ces aspects. J'ai une vision de 15 ans pour le Congo que j'appelle vision 40. Je rêve un Congo uni, prospère, qui travaille pour le bien-être de tous les Congolais. Dans 15 ans, c'est possible de changer les Congolais et le Congo, c'est-à-dire la mentalité. C'est possible d'avoir des institutions fortes et rétablir l'autorité de l'État. C'est possible de construire toutes les routes du Congo et amener l'eau et l'électricité dans les coins et recoins de la RDC. Dans 15 ans, c'est possible d'avoir une armée forte. Vous êtes d'accord avec moi? Bien. En luttant contre la corruption, dans moins de 15 ans, c'est possible que tous les Congolais accèdent à la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Je suis convaincu que dans 15 ans, c'est possible d'offrir la gratuité des soins de santé. Et quand je parle des soins de santé, la soins de santé de qualité,
à tous les Congolais, même ceux vivant au village. Et c'est possible si aujourd'hui nous prenons conscience et nous acceptons de payer le prix. Parlons de la République démocratique du Congo, parce que je sens qu'il y a une passion de tout ça. Quel est selon vous les plus grands problèmes de la République démocratique du Congo? Parce qu'en 15 ans, certes, que vous avez fait une étude. C'est un problème de leadership. Tout dépend du leadership. Si le leadership est mauvais, rien ne va marcher. Et selon moi, j'ai une certaine définition du leadership qui énumère le genre de leadership que nous devons avoir au Congo et le leadership que nous devons éviter. C'est vrai qu'il y a de petites questions de cohabitation pacifique, il y a des problèmes de tribalisme, de xénophobie, il y a le problème de manque de bonne gouvernance, mais tout dépend du leader. Si nous voulons que le Congo soit prospère, si nous voulons les changements, eh bien, nous devons travailler pour avoir un leader qu'il faut, à la place qu'il faut, pour un Congo nouveau. Pensez-vous vraiment que la cohabitation pacifique est un problème pour ces pays? Je vais vous poser la question en répondant à ta question. Crois-tu qu'un rwandophone de Masisi et de Rutshuru peut aller diriger Mbuji-Mayi? Est-ce qu'il peut être gouverneur là-bas? Aujourd'hui, quand vous regardez les réseaux sociaux, les combats qui est là et les débats qui est là, c'est entre les Baswahili, les Baluba, les Bakongo, les rwandophones. Écoutez, si nous voulons un Congo pacifié, où règne la paix, nous devons parler de la cohabitation pacifique. La cohabitation pacifique, c'est quoi? C'est tout le peuple vivre ensemble en paix, sans pointer du doigt telle tribu, telle ethnie, ou tel il est de tel côté ou de tel côté. C'est possible que nous puissions vivre ensemble sans pour autant parler des termes xénophobes ou des termes qui montrent la haine tribale. Et quand je parle de la cohabitation pacifique, c'est vivre ensemble, en paix, en harmonie. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, monsieur. Eh bien voilà, merci pasteur. Vous êtes de l'Est. Ouais. Né à l'Est, grandi à l'Est, c'est-à-dire que la réalité que nous sommes en train de traverser à l'Est, ces réalités ne sont pas du tout nouvelles pour vous. Parlons de cette guerre de l'Est. Selon vous, qu'est-ce qui explique la situation actuelle de la crise en République démocratique du Congo? Parce que, en tant que corps, on ne peut pas dire que la partie Est, bien qu'elle soit petite, le Nord Kivu est touché et que les Haut-Katanga, les Nord-Ubangi sont à paix ou soient calmes parce qu'il s'agit de la République démocratique du Congo? La question est tellement complexe, mais je vais essayer d'être le plus bref possible. Vous voyez, même dans les langages courants, actuellement, on parle de la guerre de l'Est. On ne parle pas de la guerre du Congo. C'est comme si ce n'était pas le Congo qui était en guerre, mais c'était l'Est qui était en guerre. Ça, c'est déjà à modifier, c'est à corriger. Parce que si nous sommes un, si Bukavu est pris, c'est même le Katanga qui est prise. Maintenant, quand je regarde la crise actuelle, comme je l'ai dit au début, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui à cause du leadership. Les gens qui nous gouvernent, ce sont des personnes qui utilisent le leadership enfantin. Et je vais t'expliquer qu'est-ce que le leadership enfantin. Le leadership enfantin est caractérisé par un manque d'organisation et de concentration. Un enfant prend plaisir à voyager au lieu de s'organiser, au lieu de prendre des responsabilités. Il ne reconnaît jamais ses faiblesses. J'ai toujours la responsabilité à d'autres personnes. Tu vas remarquer avec moi qu'un enfant promet ce qu'il ne va pas réaliser. On nous a promis beaucoup de choses, mais où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Lorsque ceux qui nous dirigent se comportent comme des enfants, ils marchent avec des caractères de manque de compréhension de problèmes graves et de dangers imminents. Un enfant est incapable de trouver des solutions pratiques et réalistes aux problèmes. Un enfant ne comprend pas ce qui est complexe.
il est caractérisé par un manque de prévoyance. Aujourd'hui, quand vous regardez ce que nous sommes en train de vivre, c'était prévisible. C'était facile même d'éviter la situation actuelle. Mais la crise actuelle est pas négligée, mais pas bien comprise. Et quand vous regardez l'analyse des conflits actuels par même les gens qui sont en dehors du pays ou ceux qui sont au Congo, il y a beaucoup de mensonges, beaucoup de manque de réalisme dans notre façon d'analyser le problème actuel et le conflit actuel. Le leadership d'un enfant se caractérise par l'amusement et les célébrations. Un enfant est comme quelqu'un qui travaille pour lui-même. Un enfant est égoïste. Et un enfant ne voit que ses intérêts. C'est pourquoi la plupart des enfants disent ça c'est pour moi, ça c'est nous. Non, nous devons éviter l'égoïsme. Et un enfant, ou bien le leadership enfantin, ne pèse pas la valeur de ses mots. Un enfant peut se disputer avec tout le monde parce qu'on l'a appelé dans le nom de son papa. Et c'est le cas aujourd'hui. Le vrai problème que nous avons ne vient pas... laisse-moi trouver un mot qu'il faut. Le vrai problème du Congo aujourd'hui, c'est d'abord les Congolais eux-mêmes. Le problème est beaucoup plus interne qu'externe. Nous ne sommes pas ce que nous devons être et nous ne faisons pas ce que nous devons faire. Je me suis toujours posé la question de savoir si aujourd'hui, par exemple, les Rwandais n'est plus au Congo ou la question des conflits rwandais et congolais n'est plus là, est-ce que tout ira bien au Congo? Non. Il y a un problème économique, il y a un problème aujourd'hui des salaires, il y a un problème de l'électricité et de l'eau. On n'a pas de routes, on a beaucoup de défis à relever. D'infrastructures, par exemple? Oui, au lieu de se concentrer sur ce qui est essentiel, nous sommes en train de développer des faux débats tribalistes, haineux, et qui ne nous amènent nulle part. Nous devons résoudre les questions qui nous divisent. Et vous pensez que cette attitude, c'est aussi une distraction que nous sommes en train de vivre pour ne pas nous concentrer sur l'essentiel? Si. Parce que le vrai combat devait commencer par organiser ce qui ne marche pas chez nous. Parce que si un bandit entre dans ta maison et que tu ne réorganises pas ta maison, demain, un deuxième bandit va venir et il va faire la même chose. Tu n'es pas responsable du premier problème, mais tu peux être le responsable du deuxième problème si tu n'as rien fait pour changer la situation. Et moi, je crois que si le Congo devient fort, avec des institutions fortes, avec un leadership fort, tout ce qu'on appelle agression ne sera pas là. Selon vous, en tant que pasteur, homme d'affaires, parce que même dans les affaires, vous avez pu exploiter les Congolais et savoir quels sont les réels problèmes, quels peuvent être les remèdes efficaces contre ces maux qui gangrènent le pays aujourd'hui? Je pense que la première chose à faire, c'est comme je te dis, c'est la cohésion nationale. Il faut que tous les Congos soient unifiés et que les Congolais acceptent de vivre ensemble. Deuxièmement, nous ne devons pas exclure les gens qui peuvent nous apporter des solutions à la table de la recherche des solutions. C'est être non réaliste aujourd'hui de croire qu'on peut diriger le Congo sans l'opposition, sans les étrangers, sans les diplomates, sans les personnes qui sont là. La crise actuelle demande à ce que nous puissions comprendre que si nous sommes là, c'est parce que nous n'avons pas fait ce qu'on devrait faire et nous n'avons pas été ce qu'on devait être. On doit commencer par résoudre la question de l'ennemi interne du Congolais, qui est le Congolais lui-même. C'est-à-dire, nous devons changer nos mentalités. On doit dépasser les niveaux de champagne, l'ambiance, pour accepter de payer le prix de rentrer au village, chercher des solutions concrètes et appropriées. Tant que les Congolais continuent à chercher la réponse à ces problèmes à l'extérieur, rien ne changera. Chaque pays du monde
à ces problèmes. Et aucun pays ne va laisser à résoudre ces problèmes pour venir résoudre les problèmes des Congolais. C'est nous la solution. Et cette solution doit être planifiée sur les différentes années. Comprendre que tout ne changera pas une seule fois. Non. Il y a des choses que nous pouvons faire dans 5 ans. Il y a des choses que nous pouvons faire dans 10 ans. Et d'autres que nous pouvons faire dans 25 ans. Mais c'est les Congolais eux-mêmes qui doivent chercher cette solution. C'est pourquoi je profite de ce plateau pour demander que nous soyons unis, que nous cherchions à vivre ensemble et que nous puissions réfléchir comment rendre notre État fort comme les autres pays que nous avons visités, comme l'Europe, l'Amérique, l'Asie, que nous puissions regarder les continents africains comme un continent qui ouvre beaucoup d'opportunités et de potentialités et qui fait en sorte que ceux qui sont en Afrique doivent vivre ensemble. Le Congo ne peut pas vivre sans ses voisins, par exemple. Et une toute dernière question, aussi pas l'avant-dernière, elle est très importante. Aujourd'hui, nous parlons toujours de nos minerais. Est-ce que vous pensez que les ressources de sous-sol ou les ressources naturelles de la RDC sont les causes premières de nos souffrances? Non. Vous serez étonné? Non. Et c'est quoi? Parce que nous ne produisons pas pour nous-mêmes, nous produisons pour l'extérieur. Il suffit que nous puissions adopter une politique qui permet de vendre nos minéraux à tout celui qui viendra pour acheter à un prix que nous avons fixé, selon le principe et les règlements que nous avons fixés. Si c'est un Américain qui vient, il nous donne ce qu'on lui demande, on lui donne. Si c'est un Rwandais qui vient, on lui donne. Dire que nous souffrons à cause de nos minéraux, c'est jeter la responsabilité à d'autres personnes. Si le problème du Congo, c'est le minerai, donc nous maudissons Dieu qui nous a donné ces minéraux. Non! Nous disons merci à Dieu de nous avoir donné tout ce que nous avons, la richesse que nous avons. Mais le plus grand malheur, c'est avoir des richesses en main et avoir rien dans la tête. C'est ici que nous devons travailler. Et enfin, si on vous donnait 1 minute avec tous les arguments possibles que vous avez, que ferez-vous exactement? Je changerai l'homme congolais. Je travaillerai pour que nous puissions changer nos mentalités. La deuxième des choses, c'est éviter de mettre les conflits du Congo et du Rwanda au centre, comme pour dire que si nous sommes ce que nous sommes, si nous souffrons, c'est parce que le Rwanda est là. Non. Le Rwanda sera toujours à côté du Congo. Le Burundi sera toujours à côté du Congo. La Tanzanie sera toujours à côté du Congo. Nous devons réfléchir comment vivre bien avec eux. Ce n'est même pas un dixième du problème que nous avons. Nous avons beaucoup de problèmes plus que les conflits que nous sommes en train de traverser aujourd'hui. Alors, si vous m'accordez le temps, j'aimerais bien changer Et vous nos gouvernants, pour ne pas parler du gouvernement. Parce qu'il est prouvé que ce soit l'opposition, que ce soit ceux qui nous dirigent aujourd'hui, ils ont échoué de faire du Congo ce que le Congo doit être. En un mot, est-ce que vous pensez que le Congo peut redevenir grand? C'est possible si nous acceptons de payer le prix. Merci beaucoup, pasteur.